Hello hello! Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau format court ? Tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous éviter des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de randos de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer. Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcast, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, ce serait top. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Quand elle ne s'occupe pas de bébés à Toulouse ou en mission humanitaire à Madagascar, Isabelle, qui est kiné pédiatrique, aime parcourir notre belle planète avec son amoureux et leurs enfants Charlie et Tom. En 2019, ils ont fait un très beau road trip. D'Etosha au nord, à Fish River Canyon au sud, ils se sont émerveillés devant la beauté des paysages namibiens et de leurs animaux en liberté. Et comme ils n'en avaient pas assez, ils ont enchaîné avec une petite escapade tout au sud de l'Afrique. Si vous aussi vous rêvez de découvrir cette partie du monde, vous allez adorer cet épisode. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage d'Isabelle en Namibie et en Afrique du Sud. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie. Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien écoute, ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi ce matin. Où es-tu exactement ? Alors écoute, là je suis chez moi à Toulouse, dans la région toulousaine. On va parler d'un super beau pays que je ne connais pas encore, qui s'appelle la Namibie et qui m'a fait bien rêver quand j'ai regardé tes stories ou tes posts sur Insta. Qu'est-ce qui vous a donné envie de découvrir ce pays ? Écoute, c'est un pays qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je pense que la première fois que ça m'a donné envie, c'est en regardant un rendez-vous en terre inconnue où Muriel Robin était partie là-bas. Et c'est là vraiment que j'ai découvert ce pays. Les Imba et ces décors incroyables. Et là, je me suis dit, voilà, ça s'est ancré dans un petit coin de mon cœur. Et écoute, j'avais commencé à me renseigner. Ça me paraissait d'être un pays avec un gros budget pour pouvoir y partir. Donc, j'avais un peu laissé tomber. Et voilà, et au bout d'un moment, j'ai dit, non, mais la vie est courte, faut y aller, ça a l'air tellement incroyable que voilà. Mais c'est cette fameuse émission de Rendez-vous en terre inconnue qui m'a fait découvrir ce pays. C'est un des tout premiers, c'était il y a très longtemps. Avant de découvrir ce pays avec toi, on va repartir un peu en arrière. Est-ce que tu peux me dire quelle voyageuse tu étais quand tu étais petite fille ? Alors, petite fille, j'ai pas du tout voyagé. Mes parents, c'était pas du tout leur leitmotiv. Ils avaient pas forcément les moyens non plus. Et mon premier voyage qui m'a marqué à vie et a fait, je pense, la personne que je suis, c'est un voyage humanitaire que j'ai fait à Madagascar quand j'avais un peu moins de 18 ans. En fait, avec 4 autres copines, à partir de nos 16 ans, on a préparé un voyage humanitaire pour partir là-bas. Donc, on est parti 2 mois à Madagascar, c'était en 1997, donc il y a 25 ans maintenant. Donc, autant te dire que les conditions n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Il n'y avait pas de téléphone là où on allait. Mais je remercie mes parents à l'époque de nous avoir laissé partir 2 mois dans un pays sous-développé sans avoir quasiment de nos nouvelles. Ce voyage-là a été une énorme claque, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que faire l'humanitaire là-bas, rencontrer des gens incroyables, d'une gentillesse et d'une générosité. Et du coup, voilà, mais c'est là qu'est né à partir de là, j'ai pu arrêter de voyager parce que ça m'a donné trop envie de découvrir le monde et surtout les gens. J'ai découvert des gens donc incroyables et je me suis dit, bon, il faut continuer, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à 16 ans, avec tes copines, vous vous êtes dit on veut partir en voyage humanitaire, parce que c'est quand même pas commun. Ouais, alors on faisait les éclaireurs, si tu veux, c'est l'équivalent des scouts. Et il nous fallait un projet. Alors après, les projets étaient faits souvent en plus en France. C'était pas forcément de l'humanitaire, mais notre ville était un peu en contact avec Madagascar. Et je crois que ça a commencé comme ça. On s'est dit bon, tiens, Madagascar, et de fil en aiguille.
Alors c'était un projet humanitaire, c'était du bénévolat et on leur a amené des médicaments et on a intervenu dans un dispensaire, tu vois, on les a aidés sur place, mais voilà, c'est né comme ça, du fait que j'étais éclaireuse et c'est le projet qu'on a eu ensemble. Et vous aviez trouvé des associations sur place qui recevaient des bénévoles pour faire différentes choses? C'est ça. Enfin, c'est un dispensaire, Waouh! notamment d'une petite ville en périphérie de la capitale de Tananarive. On les a contactés par téléphone à l'époque et Mais oui. même par courrier. Et ils ont accepté de nous recevoir et on a demandé les besoins qu'ils avaient. Et nous, pendant 2 ans, on a vendu des gâteaux, et des gâteaux et des gâteaux pour pouvoir financer ce voyage toute seule. Voilà. Donc, Waouh! Super. ouais, c'était chouette. C'est vraiment bien. Et puis, je me dis, bon, ben, c'est un chouette projet à 16 ans quand même de faire ça. Et franchement, quand je suis arrivée sur place, je savais pas du tout, moi, à 18 ans, ce que je voulais faire dans la vie. Je suis partie de là, je me suis dit, je sais que je veux faire du médical ou paramédical. Enfin, je voulais faire quelque chose pour essayer d'aider les gens comme je pouvais. C'est ce voyage-là, je te dis, qui a fait la personne que je suis maintenant, c'est sûr. Et quand tu as rencontré ton amoureux et que vous avez eu des enfants, vous êtes plutôt quel style de voyage? Plutôt route Ah ou oui, très organisé? non, complètement route. Je n'ai jamais fait un voyage organisé, jamais de ma vie. Mais d'ailleurs, donc Laurent, pour la petite anecdote, c'était avant que quand on a commencé à être en couple, il a fallu que je l'amène à Madagascar parce que s'il n'aimait pas Madagascar, ça n'aurait pas pu le faire. Et là, j'ai vu que ça va, se doucher avec juste un seau dans un coin de terre, voilà. Ça lui allait très bien, donc j'ai dit: «Ah bon, c'est bon, on peut partir, on peut continuer Ça peut ensemble». fonctionner. Voilà, c'est ça. Et du coup, lui n'avait jamais voyagé et ça lui a plu et du coup, non, on ne voyage que, enfin en route, pas forcément, dans des conditions, ultra précaires, hein, mais en tout cas, c'est nous qui organisons tout et on passe jamais par agence. Ça nous permet d'avoir plus de liberté et j'aime pouvoir, être libre de là où je veux aller, les gens à être libres des rencontres qu'on peut faire et de pas être, limité par un programme préétabli. Bon bah on va y aller alors en Namibie, on va aller Ouais. découvrir ce pays avec toi. Quel âge avaient tes enfants quand vous êtes partis? Alors, Tom, il avait 8 ans et demi et Charlie, elle avait 10 ans, 10-11 Et ans. vous y êtes Ouais. allés à quelle période? Alors on est parti au mois d'août. On est parti 4 semaines, mais on a fait 3 semaines en Namibie et 1 semaine à Cape Town en Afrique du Sud. Tout le mois d'août, les 4 semaines du mois d'août. Est-ce que pour toi c'était la bonne saison ou est-ce que c'était parce que vous deviez partir à cette période-là? Alors c'est parce qu'on avait les congés à cette période-là et il se trouve que c'est la bonne saison. Après en Namibie, c'est un peu la bonne saison, c'est très ensoleillé, toute l'année. Mais l'idéal est de partir quand même en saison sèche, qui est à peu près du mois de mai au mois d'octobre, parce que déjà pour le temps et aussi par exemple pour les safaris, vu que les animaux vont plus vers les points d'eau au moment de la saison sèche, il y a plus de chances Eh de oui, voir les animaux à ce moment-là. ça tombait bien. Voilà. Ce qu'il y a, c'est un peu le cas de tout le monde. Donc, c'est là où il y a quand même le plus de monde. Après, la Namibie reste un pays encore, parce qu'en 2019, déjà, ça l'était pas trop, mais ça commençait à être un pays dont on parlait plus. Oui. Il y a des touristes, mais c'est tellement les infrastructures, il y a tellement peu d'infrastructures que finalement, on croise très, très, très peu de monde. Donc, on a beau partir au mois d'août, on va croiser personne. Tu as dit que tu passais pas par des agences, donc comment tu as organisé ce voyage? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, inspirée, que j'ai farfouillé un peu sur les blogs, internet, les forums, beaucoup le forum Guide du Routard. Après, c'est un voyage qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à organiser, pour le coup, plus que les autres. Et parce que déjà, rien que les vols étaient hors de notre budget, de Toulouse, Windhoek. En plus au mois d'août. Oui, voilà. Donc j'ai mis beaucoup de temps à chercher, en ne partant pas de Toulouse. Ça restait en partant de Paris, Barcelone, en essayant des escales à droite, à gauche. Et finalement, j'ai trouvé un vol Toulouse-Cape Town, donc en Afrique du Sud, qui a été sacrément moins cher. Cape Town n'étant pas si loin de la frontière namibienne, ça a été à partir du moment où j'ai trouvé ces billets d'avion, on s'est dit c'est bon, là on peut partir. Du coup, vu qu'on savait qu'on arrivait à Cape Town, donc tout au sud, on a pris le parti. Donc nous, on fait tout en voiture.
de prendre la voiture et de monter le plus au nord de notre destination en Namibie, c'est-à-dire Etosha. On a dit d'entrée, qu'on allait faire 3 jours de voiture pour monter tout en haut. Hmm. Donc là, du coup, ça me donnait un timing je savais au niveau des dates où on serait à Etosha. Et après, ben écoute, j'ai pris ma carte, mon Mappy, je faisais les distances Etosha, c'est Sriem, Etosha, Scope. Je pris une carte et en fonction des distances, j'ai essayé de faire notre circuit qui après nous a fait redescendre tout au sud de la Namibie pour finir notre voyage à Cape Town. Donc c'était cool parce qu'au final, on a eu une semaine en plus à Cape Town que ce qui était prévu en Namibie. Donc voilà. Le fait que vous ayez fait l'Afrique du Sud à la suite de la Namibie, c'était à cause ou grâce au fait que vous avez trouvé ces billets d'avion, enfin que tu as trouvé ces billets d'avion plus intéressants. D'ailleurs, c'était quoi le ratio entre arriver à Cape Town et arriver en Namibie? C'était x2? Il devait y avoir, oui, presque, quoi, enfin, ou 400 ou 500 euros par billet d'écart. Ah oui. Donc, tu vois, on économisait au moins 1600 euros, je sais, de différence sur les billets. Donc c'est juste ce prix, le fait du prix des billets qui nous a fait passer par Cape Town. C'était pas du tout prévu dans notre programme à la base. Et le fait que vous ayez besoin de 3 jours pour rejoindre Etosha, j'imagine t'as dû trouver des points de chute pour évidemment ne pas faire 3 jours non-stop, enfin j'imagine. Oui. Ça, cette location de voiture et ce trajet-là était vraiment rien du tout par rapport à cette différence de billets. Oui, pas du tout. On l'a budgétisé aussi au niveau essence et non, en effet, on y gagnait toujours énormément de faire ça. Et puis, sachant que les logements qu'on a pris, on a fait 3 étapes et du coup, on était en camping aussi. Donc, tu vois, nous, on prend des campings, faut juste un endroit où planter la tente et donc, au niveau budget, ces 3 nuits en plus nous ont rien coûté du tout, quoi. Donc, alors en effet, il y a l'essence. C'est surtout l'essence. Après, c'est vrai que le trajet, les 3 jours de voiture, c'était pas le côté le plus fun du voyage. Avec les petits, on s'était dit bon allez, on s'était préparé en fait mentalement. On leur avait dit allez, là c'est vrai que vous allez faire 3 fois 6 heures de voiture. Ça va pas être le plus cool, mais on avait pris un stock de livres. On a la chance qu'ils sont vraiment très très cool en voiture. Ils sont très patients. On n'avait pas de tablette, pas de téléphone et rien qu'en lisant ou en faisant des jeux, tout ça, c'est passé. On s'était bien préparé et en fait c'est quand même passé crème, quoi. On s'est dit, on est d'entrée, on fait les 3 jours et après on profite. Quel type de véhicule vous avez choisi pour faire ce road trip? Toujours pareil, on n'avait pas le budget pour prendre la Namibie se fait beaucoup en 4x4 avec tente sur le toit, surtout avec des enfants. Alors je saurais pas te dire le prix, mais je sais que c'était beaucoup plus cher qu'une location de voiture normale. Et d'ailleurs, même, de toute façon, vu qu'on arrivait en Afrique du Sud, d'ailleurs, on n'a même pas regardé si les 4x4 avec les tentes sur le toit se faisaient de Cape Town, mais ça aurait posé un souci. Il y avait, enfin, je sais pas si pour le passage de la frontière et tout ça. Enfin, mais déjà, si ça se louait vraiment là-bas à Cape Town, parce que Cape Town, c'est pas tellement une ville de départ de safari. Mais de toute façon, c'était pas dans notre budget. Donc là, on a loué un petit SUV, un peu plus petit qu'un RAV4. Tu vois, c'était pas un 4x4. Ouais. On voulait, nous, généralement, on prend la plus petite voiture, tu vois, disponible dans les agences de location. Sauf que là, on avait la problématique aussi, du coup, vu qu'on partait en tente au sol, on est parti avec 2 tentes, 4 duvets, 4 tapis de sol, les réchauds. Enfin, tu vois, il nous fallait un minimum de place dans le coffre pour pouvoir, voilà, voyager. On voyageait pas léger pour le coup. Donc, on a pris, voilà, c'était un petit SUV, voilà, qui finalement a très bien fait l'affaire. Laurent est un pro de l'organisation de Tetris dans le coffre, donc il a bien géré ça. Bon, les petits étaient un peu chargés aussi à l'arrière. Et finalement, on avait peur que ça aille pas sur les pistes, parce que c'est vrai que la Namibie, c'est en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande route bétonnée en ligne droite qui longe du sud au nord la Namibie, mais après c'est que des pistes et des pistes avec c'est horrible là, on dirait qu'on roule sur de la tôle ondulée, c'est des petits cailloux, mais avec plein de petites bosses là, tu sais. Voilà, c'est sûr qu'on n'était pas dans le confort. On voyait rouler les 4x4 à fond là à côté de nous, et nous on roulait. Forcément, on a mis un petit peu plus de temps.
sans que ce soit, enfin, ça nous a pas du tout pénalisé, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau peut-être confort sur certaines pistes, c'était pas l'idéal. Et il y a des fois quand même, on a serré les dents en se disant pourvu qu'on crève pas. Je te jure que des fois c'était assez. Et finalement, on n'a jamais crevé, alors qu'on a vu plein de 4x4 qui crevaient à côté de nous. Donc ça, Comme je veux quoi. rassurer les gens, ça se fait largement sans 4x4. Enfin après voilà, un SUV suffit, peut suffire largement, et on peut quand même rouler bien et voilà. Mais par contre, nous, on était les seuls. Franchement, on est la seule Oui. voiture comme la nôtre qu'on a vue. Écoute, nous ça l'a fait. Et toujours question de budget, ça revient quand même aussi moins cher. Voilà. Oui. Après, il n'y a pas le côté sympa, on dort sur le toit en hauteur. Mais franchement, nous, on dormait, on plantait nos tentes au sol et c'était tout aussi bien. C'était sympa, ce petit rituel là de les petits là qui avaient jamais campé en tente. Voilà, après maîtriser le montage, démontage de tentes, le réchaud, Ah faire bah la oui. vaisselle. Là, c'était sympa. On a découvert à quatre là ce côté camping qu'on connaissait pas. Tous les quatre, on a adoré ce côté, tu sais, liberté. Mais c'est ça. Ouais, voilà, la liberté d'être dans les grands espaces avec juste ta tente. Alors du coup, c'est très sommaire, hein, tu vois. On a dormi dans des endroits, mais c'est le rêve en fait. J'ai l'impression que moins on en a, plus on est heureux nous. Tu nous as dit que vous ne voyagez pas léger, évidemment, avec les tentes, les duvets, les réchauds, j'imagine même pas. Vous êtes resté dans les normes de la compagnie aérienne, vous étiez pas en supplément bagage. Ben non, parce qu'on a réussi. On avait pris 4 grosses valises souples. Et en fait, il y a une valise où on avait entassé les duvets, les matelas au sol et les tentes. Une pour tout ce qui est. Bah alors tu sais maintenant c'est bien, ils font des tu sais les assiettes, couverts et pour faire les casseroles là tous en boîte les uns dans les autres là, donc ça prend pas trop de place ça. Tout le reste du matériel, on avait pris des lampes tu sais chez Decathlon là les lampes et alors réchaud par contre ça on l'avait acheté sur place. On avait là-bas, ça se fait beaucoup. T'achètes ta bonbonne de gaz et on avait acheté un adaptateur, tu sais, pour mettre le feu là dessus. Donc Ouais. ça, on l'avait acheté sur place, par contre. On l'avait laissé à quelqu'un, ce qui nous restait, la bouteille de gaz et du réchaud, on l'a laissé là-bas. Voilà. Vous l'avez acheté à Cape Town ou vous l'avez acheté en Namibie? À Cape Town. Ouais, parce que vu qu'on a fait une nuit en arrivant là, près de l'aéroport, mais après, direct, on est parti, on a pris la route et on se retrouve en Ah bah camping oui. de suite. Donc, on avait acheté tout ce qu'il fallait là-bas. Puis après aussi, on voyageait avec je me faisais des grosses bonbonnes d'eau parce que pour la Namibie, on savait pas trop, c'est un pays avec la plus faible densité au monde, c'est-à-dire que tu roules et tu ne croises pendant 10 heures aucune voiture et aucune habitation, quoi. C'est vraiment, on était bien chargés, mais voilà, on avait 2 valises de matériel, on va dire. Et après, Mhm. ben, nos affaires à nous. Après, on n'est pas très, on sait voyager léger. Et c'est vrai que quand tu loues les tentes sur le toit, par contre, je crois qu'ils fournissent, ben voilà, les tapis de sol, les duvets, t'as pas à prendre ta tente. Ah bah j'espère, oui, ça doit être tout compris quand même. Est-ce qu'il y a des choses à pas du tout oublier quand on part en Namibie en termes de papier ou d'autorisation, je sais pas. Alors, ce qu'il faut, il y a besoin d'un permis de conduire international. Donc, il faut penser à le demander. Ça se demande à la préfecture, je crois, qui est traduit en plusieurs langues, dont en anglais. Et après, ben, c'est au niveau santé. Je crois que l'hépatite A, il me semble, est nécessaire. Bon, nous, j'étais déjà vaccinés enfin, moi et Laurent, parce qu'on voyage pas mal. Et on était partis en Malaisie avant avec les enfants, donc ils avaient déjà les vaccins nécessaires. Mais faut se renseigner aussi au niveau des vaccins. Et il n'y a pas une histoire des actes de naissance? Si, il faut les actes de naissance traduits. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que j'avais demandé, mais pareil, à la préfecture, mais ça s'obtient assez facilement. Et oui, c'est vrai. Ça m'avait marqué parce qu'on en avait parlé avec Marilyn quand elle m'a raconté son tour d'Afrique. Et je ne sais toujours pas pourquoi il faut ça dans ce pays, mais si on l'a pas, ça peut être effectivement assez compliqué. Mais il me semble, même en Afrique du Sud, hein, que j'ai un doute, mais Ok. que je pense qu'il nous En tout l'avait cas, faut même se renseigner. demandé. Ouais, voilà, faut se renseigner sur ça. Ouais. Quand vous êtes arrivé à Cape Town, est-ce que, même si vous n'êtes pas resté, mais vous allez y revenir après, tu peux nous décrire
l'ambiance, les couleurs, s'il y avait du monde ou pas. Quand vous êtes arrivé, vous avez posé le pied en dehors de l'aéroport, c'était quoi l'atmosphère qu'est-ce que vous avez ressenti? L'atmosphère, alors on n'y est pas resté. On est arrivé le soir, on avait pris une petite chambre d'hôtel à côté de l'aéroport. Et là, je peux pas te décrire trop les couleurs, mais du coup, on était pas loin, tu vois, des townships, donc on est passé près de ça. Et surtout, ce qui nous a marqué, c'est que notre hôtel, tout était grillagé, enfin, toutes les rues, tu sais, Ah, avec des fils barbelés. On avait l'impression d'être des années en arrière, ou encore il y avait, tu sais, à l'époque de mhm. l'apartheid et tout ça, toutes les maisons, elles sont grillagées. Donc voilà, une ambiance un peu particulière. Voilà, on Ah était un oui. peu surpris de ça. On n'est pas resté au début très longtemps parce que dès le matin, on est allé faire nos courses et on a pris la voiture et on est parti en direction de la Namibie. Et à partir du moment où vous êtes arrivé en Namibie, là, le paysage a dû commencer à changer. Est-ce que tu peux nous mettre dans l'ambiance? Les décors, tu vois, c'est très caillouteux, c'est comme un peu un désert de cailloux, on va dire. Tu as une seule route bétonnée et qui est vraiment en ligne droite. C'est impressionnant ça. C'est-à-dire que le jeu avec les enfants, c'était, on comptait, on disait le nombre de kilomètres qu'il y aurait avant le prochain virage. 40, 45, 52. Quand on était encore près de l'Afrique du Sud, tu as encore des grosses montagnes, mais comme je dis, très rocailleuses, là, un petit peu à pic. Et plus on avançait, plus ces montagnes disparaissaient et on est au milieu Enfin, c'est pas un désert de sable, mais c'est un peu un désert de cailloux. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose, en tout cas dans le sud de la Namibie, ça fait pas rêver, tu te fais pas waouh, waouh, waouh. Tu Hmm. vois, c'est des cailloux, quoi. Tu t'arrêtes de manger au bord de la route, tu manges ton sandwich et il y a rien et il y a personne. Le sud de la Namibie, quand tu sors pas de cette route, ça fait, au début, ça fait pas rêver. Enfin, alors, on savait qu'on allait Mhm. avoir des choses grandioses, mais Tu attends. voilà, c'est ça. Tu te dis, allez, on roule et on y va. Mais, et c'est vraiment que en arrivant vers Etosha, Oui. même autour d'Etosha, tu me diras, ça commence à être un petit peu vert, mais on n'est pas dans du grandiose encore au niveau des paysages. Mais une fois arrivé à Etosha, là, tu te dis, waouh, c'est trop bien. Tu commences à croiser des petits phacochères au bord de la route. Alors là, c'est l'excitation totale. Tu commences à voir des petits animaux par-ci par-là et tu te dis, ah là, ça y est, ça commence. Donc vous avez passé vos 3 jours sur la route. Ça commence à devenir intéressant quand vous arrivez à Etosha. Quel est l'itinéraire finalement que tu avais décidé à partir d'Etosha? Notre itinéraire, c'était commencer le plus au nord, donc par Etosha, où on a passé 4 nuits. On est descendu à Spitzkop et à côté aussi, où on a pu voir le peuple San. Après, on est allé sur la côte ouest, au bord de l'océan, à Swakopmund et à Walvis Bay, où on a passé 2 nuits. On est allé à Sesriem voir les dunes là de Sossus Flay. Et après, on a commencé à descendre vers le sud, où on s'est arrêté voir, il y a un endroit où on peut voir les chevaux sauvages en liberté et le Fish River Canyon, qui est le plus au sud. Et après, du coup, on est retourné en Afrique du Sud. Ok. Donc vous arrivez à Etosha. Raconte-nous, ça y est, fais-nous rêver. On est au cœur de la beauté namibienne. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il faut payer un droit d'entrée dans un parc, c'est un parc national, qui coûte, si je me souviens bien, mais c'était 4,80 € par adulte et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans. Donc 10 € pour rentrer dans le parc, c'est juste rien du tout comparé au prix qu'on peut retrouver en Tanzanie, au Kenya. Voilà, c'est que des pistes comme du sable très fin blanc. Donc nous, on avait un campement au centre du parc. On peut pas faire du camping sauvage, bien sûr. Et tu es obligé de loger dans des campings officiels. Alors, il y en a 2 qui se trouvent à chaque extrémité du parc, à l'ouest et à l'est, quasiment assez près de l'entrée du parc. Et nous, on est allé dans celui au camping Kalali, qui se trouve plutôt au centre. On a choisi celui-là juste parce qu'il ne restait de la place que là, au moment où on venait. Alors, je sais plus ce qu'il en est maintenant avec le Covid, mais je sais que j'avais réservé au mois de janvier pour le mois d'août et il ne restait que ça. Ah oui. Donc, nous, voilà, on rentre, on commence à rouler et puis là, on commence à avoir un zèbre, 2 zèbres. Donc, c'est juste, la sensation est juste, c'est incroyable. Puis 3, puis 4, puis 10, puis 20. Des springboks, des antilopes qui courent partout. Enfin,
le rêve, enfin, c'est vraiment incroyable. La sensation d'être, tu sais, dans la télé, enfin, d'être dans, Dans le documentaire animalier tout que ça. tu peux regarder. Ouais, ouais, super. C'est vraiment ça. Et à la fois, cette sensation aussi d'être un peu intrus, quoi. Tu te dis, là, on n'est pas chez nous. Vraiment, tu te sens tout petit et tu te fais tout petit, justement, pour, tu vois, surtout pas les déranger. Et donc, on roule et puis voilà, c'est l'émerveillement. Hop, une girafe, oh là là. Enfin, voilà, on s'arrêtait. Et ce qui est fou, c'est que, tu sais, tu es pas en safari avec un guide dans un 4x4, tu vois, bon, on était dans une voiture et tu as les zèbres qui passent à côté de ta fenêtre, quoi. Et c'est ça qu'on aime dans le fait que ce soit, tu vois, qu'on organise nos voyages nous-mêmes. Et c'est ça qui est bien aussi à Namibie, parce que je sais pas si c'est possible en Tanzanie, en Afrique du Sud, de prendre sa voiture et de rouler dans les parcs comme ça en autonomie. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui est possible en Namibie et c'est juste génial. Alors bien sûr, il faut être prudent, tu sors pas de ta voiture et c'était l'émerveillement total, quoi. Total. Et là, on roule à 2 à l'heure et on en prend plein les yeux. Et alors jusqu'à notre campement. Et là, ben là, on revoit du monde. Depuis 3 jours, on n'avait vu personne, enfin pas grand monde. Et on installe notre tente. Alors ça a aucun charme. Je sais pas comment sont les lodges, mais là, c'est vraiment un emplacement de camping, ce qu'il y a de plus classique. Et il y avait une piscine, donc ça c'est appréciable parce que ben, c'est vrai qu'il fait chaud, il y a de la poussière et pour les enfants aussi, ça mine de rien quand tu roules, t'observes les animaux, bon c'est génial, mais tu sais tu passes des heures dans la voiture et le fait de pouvoir faire un petit break à la piscine, lire un bouquin, c'était quand même appréciable. Bah ouais, c'est chouette. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque campement a un point d'eau. Donc nous, le point d'eau d'Alali est un point d'eau aménagé qui est sécurisé et en fait, tu as des petits bancs installés pour pouvoir observer les animaux qui viennent au point d'eau. Et celui de Alali, je trouve, était super parce qu'il était un peu en hauteur, tout petit et les gens sont très respectueux. Tous les gens qui approchent du point d'eau, plus personne ne parle et tu vois, les gens restent là et observent les animaux venir et là, c'est le spectacle. C'est génial, quoi. Tu vois les animaux venir s'abreuver, tu vois des fois c'est tendu, un truc de lionne qui veut venir, alors qu'il y a, enfin, ces petits coins sont, voilà, c'est agréable parce que même quand tu es dans le camp, ça veut dire que tu peux aussi aller observer les Mais animaux oui. dans le point d'eau aménagé. Et le soir aussi, le premier soir où on est arrivé, on y est allé, et puis là, un éléphant qui arrive, 2, 3, 20 éléphants qui viennent en pleine nuit, tu vois, qui viennent voir, c'est waouh, quoi. Ouais, c'est très, 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 très chouette. Alors, par contre, on a quand même pris un safari, enfin, organisé pour Laurent. Ça le dérange pas de conduire, il aime ça. Donc là, il s'est enfilé aussi les kilomètres de conduite Mais oui. pour qu'il puisse profiter un peu, tu vois, se faire conduire une Bah oui, fois, carrément. qu'on a payé 113 € à 4. Et on était partis, nous, on avait choisi de partir tôt le matin. Et c'était chouette aussi. Bon, finalement, on n'a pas vu beaucoup plus que ce qu'on a pu voir tout seul en voiture. Mais Mhm. bon, voilà. Je comprends que pour Laurent, c'était aussi... Et toi, tu te sentais pas de prendre le volant? Mais bonne question. Je sais même pas pourquoi. Moi, je l'ai pas fait d'ailleurs. Ouais, après, c'est vrai que bon, c'est toujours Laurent qui conduit, quoi. C'est un peu notre. Je pense que lui, il aime pas trop que je conduis. La Ah vérité, c'est peut-être d'accord. ça. Mais oui, c'est vrai que j'aurais pu, mais là, il s'est fait conduire par quelqu'un d'autre. Et un petit tips aussi, je pense à ça dans les safaris. Il faut savoir qu'à Etosha, le temps est très sec, c'est très poussiéreux. On se retrouve avec des lèvres gercées, mais avec des crevasses de fou. Et on n'était pas les seuls, hein. C'était parce qu'on n'a pas tendance à avoir les lèvres gercées, nous, forcément. C'est, je sais pas, c'est pentes de là-bas. Et bon, ils vendent dans les camps tu vois, des labellos. C'est un petit tips, mais il faut penser à partir avec vraiment un baume bien Un gras, parce stock. qu'on se fait défoncer les lèvres. J'avais lu ça et ça nous a bien servi aussi de prendre un petit chèche, tu vois, parce que c'est vrai que le matin il fait quand même frais et le soir, et pour se protéger aussi de la pluie, si on roule fenêtre ouverte à Etosha, il y a pas mal de poussière et donc ça protège bien. Voilà. Et il faisait quelle température? La journée il faisait chaud, il devait faire autour de 30 degrés, chaud et sec. Et la nuit, le temps se rafraîchit vite quand même. Donc, il faut savoir partout en Namibie. Alors, plus au sud, on a eu plus, enfin, on n'a jamais eu vraiment froid, mais quand même, les nuits sont fraîches.
Moi, j'avais prévu pour les petits des vêtements thermiques. Ils dormaient quand même à manches longues en thermique toutes les nuits. Ok. Vous êtes resté 3 jours dans ce campement? On est resté 3 jours à l'intérieur d'Etosha. Et la dernière nuit, pour se rapprocher de la sortie, en fait, et pour gagner un peu des kilomètres sur notre trajet, on a fait une nuit à la sortie du parc, mais à 5 minutes, mais on était à l'extérieur du parc. C'était au Taleni Etosha Village. C'est vraiment super bien le cadre. Et surtout, là, on a vécu une super expérience. C'est-à-dire que dans les parcs à l'intérieur d'Etosha, tout est bien sûr protégé. C'est dans un camping qui est fermé, où les animaux n'ont pas accès. Et là, au Taleni, ben, c'est à l'extérieur du parc. Donc, c'est moins, ben, c'est pas forcément protégé. Et donc, le petit matin, on se lève, on déjeune, et là, il y a un koudou, je sais pas si tu vois ce que c'est, les koudous, là, avec des grosses cornes Non. enroulées, là, en spirale, là. C'est quand même Ah assez oui, ok. impressionnant. Et qui vient, mais juste à côté de nous, quoi. Juste, Ah. là, ok. Mais on voyait bien que lui, il broutait son herbe, enfin, voilà, on voyait bien que c'était pas Mhm. dangereux, mais il était juste à côté, là. Et une demi-heure après, on bouge et là, une girafe qui passe sur le chemin à côté de notre tente. Et là, Oh là c'était juste, là. waouh, quoi. C'était là, mais Ouais, bah, c'est c'était, impressionnant la girafe. oui, ouais, ouais. Mais pareil, on voit qu'elle se balade, elle n'a rien à carrer de nous. Mais du coup, au Taléni, c'est ça qui est chouette, c'est que on a pu vivre ça. Ouais. Alors, quels sont les animaux que vous avez vus sur ces 3 jours? Tu nous en as dit un petit peu, mais si on fait le résumé. Pas de lions, mais des lionnes. Alors, des zèbres à poison, des springboks, des antilopes, rhinocéros, des éléphants en pagaille. Et après, plein de petits, tu vois, des chats sauvages, là, je sais pas, comme des gros chats, là. Alors, ce que je conseille aussi, c'est d'acheter un plan au campement, ou alors d'essayer de le trouver, peut-être ça se trouve sur Internet, moi je l'avais pas fait avant, de prendre des points d'eau de Etosha. Parce qu'en fait, tu as des pistes partout. En fait, tu roules, mais tu sais pas trop où tu vas finalement. Donc, quand tu as un plan avec les points d'eau, tu sais que, ben voilà, en allant aux différents points d'eau, tu as plus de chances de voir ben, les animaux qui s'y retrouvent. Et là, c'est juste le spectacle, enfin, le spectacle de la vie, quoi, hein, vraiment. Mais oui, Tous ces t'es dans le animaux Roi qui... Lion. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est incroyable. Les gnous aussi, on a quoi? Des fois, tu croises des troupeaux de gnous, c'est magnifique. Et puis à la fin, t'es presque blasé. Puis à la fin, je me souviens, bon, des zèbres, oui, bon, c'est antilope, Ouais, c'est ouais, bon, on bon, en on a l'a vu déjà vu, plein. allez, c'est bon. Il est où le lion, là? Mais c'était super. Et Toucha, c'est une belle entrée en matière où t'en prends plein les yeux, c'est grandiose. Qu'est-ce que vous faites après? Alors après, on se dirige vers Spitskop, qui est un autre parc de Namibie. Avant d'aller à Spitskop, on s'est arrêté à un endroit pour rencontrer le peuple Sami. Alors, c'est un des peuples indigènes de Namibie, avec les Mhm. Imba, qui sont un peu plus connus du fait du fameux rendez-vous en terre inconnue avec Muriel Robin. Il faut savoir que les Imba, ils vivent tout au nord de la Namibie, mais encore plus au nord qu'Etoucha. J'avais regardé pour y aller et sans fuiter trop sur notre temps parce que c'est assez difficile d'accès, ça demandait plus de temps et surtout que j'avais pas trouvé pour les Imba, ça faisait très ces villages à touristes, enfin tout ce que j'aime pas, tu sais, il fallait y aller avec un guide qui te montre avec un bâton, t'as vu son collier, t'as vu, enfin le genre Ah de ouais, choses non. que ouais, je voulais rencontrer les Bimba, mais pas à n'importe quel prix et pas comme ça. Donc, je me suis vite fait à l'idée que ce serait pas possible. Alors, peut-être il y a des moyens de les rencontrer de manière respectueuse et je sais que c'est possible, mais bon, de toute façon, c'était pas dans notre zone géographique. Par contre, on a pu rencontrer le peuple San et c'était une super expérience. En fait, ce qu'ils font, c'est eux qui gèrent cette rencontre. C'est eux qui monnaient. On a payé, je crois, 10 euros par personne, mais ce qui me paraît à la limite normal du fait qu'on leur demande du temps. Donc, alors, tu es sur une piste et tu as juste un petit panneau, style avec un petit bout de bois qui dit où il y a marqué Peuple Sam. Tu vois, c'est fait de manière très rudimentaire. Et on arrive, en fait, tu les vois juste assis par terre, enfin, en famille, dans un coin d'un rocher, tu vois. Et soit tu fais une balade avec eux, de 2, 3 heures. Je crois qu'ils proposent aussi de faire un truc plus
tu vois, 2 jours, quelque chose d'un peu plus long. C'est chouette parce que c'est un des leurs qui nous a accompagnés et il nous dit, enfin, c'est très honnête, c'est-à-dire qu'il dit, en fait, on vient là, on vit un petit peu plus loin et on se relaie, on est quelques-uns à venir plus près, voilà, de la piste où passent les touristes pour rencontrer les touristes, mais sinon, on vit quand même la majorité un petit peu plus loin d'ici. Tu vois, je trouve ça assez honnête. Et lui, il me dit, ils étaient habillés en tenue comme certains vivent, tu vois, juste avec quelque chose sur les fesses et Les tout ça. pagnes. Mais voilà, et voilà, je trouvais pas le mot, merci. Il me disait, moi, après, je vais à l'école là, où je suis habillée normale. Et il me dit, par contre, les personnes que vous voyez là, les familles, eux, par contre, ils sont habillés tout le temps comme ça. Je trouvais ça assez honnête et plutôt sain, tu vois, de comme rencontre. En fait, c'est juste un partage de leur vie et c'était hyper enrichissant parce que ils nous ont montré des peintures rupestres là. Ils ont fait le feu devant nous. Enfin, les petits, c'était hyper impressionnant. Enfin, et ils ont une langue, ils parlent en clic. Enfin, c'est bizarre à dire en clic, mais ils font des. Ah, Ça me fait très mal, mais c'est comme des petits clics. Et c'était assez. Enfin, j'arrive pas à trouver même le mot, tu vois. Tu vois, ils trichent pas là, tu vois. Ils communiquaient comme ça. Ils sont tout petits. Enfin, je sais que Charlie, ça l'a impressionné. Ils sont petits. Et c'est vrai qu'ils sont en taille, ils sont tous très petits. Et donc, ils nous ont montré comment ils faisaient le feu, comment ils chassaient. Et bah, c'est super, quoi. Enfin, alors bien sûr, il y a une forme de business pour eux aussi quand même, tu vois, parce que ils nous proposent d'acheter leur, tu vois, leurs flèches et le carquois. Mais tu les vois, enfin, c'est vraiment, tu vois que c'est eux qui l'ont fait. Tu les vois, les nanas, les faire. Et Tom, il est reparti avec son carquois et ses flèches, mais des flèches c'est pas les flèches de Décathlon, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est pour tu vois vraiment chasser. que t'as l'impression que ça a des milliers d'années leur truc et c'est d'une efficacité à toute épreuve quoi. Enfin vraiment et c'est précieux. Enfin tu vois c'est hyper précieux comme souvenir. Et donc, c'est Tom qui chassait pour vous préparer le Ouais. Oh, déjeuner et le bah non dîner alors là après. il perdait toutes ses flèches non faut pas. Non non mais à la fois il a été surpris de tu tires la flèche mais elle part mais super loin. Moi, bien sûr que je rêverais d'un rendez-vous inter-inconnu en étant, tu vois, de faire des rencontres inopinées. Mais pour ça, il aurait fallu avoir un 4x4, en effet, pour le coup là, pour pouvoir, il faut le temps de rouler sur des pistes et se perdre loin sur des pistes et pour aller à la rencontre des gens. Et ça, on n'avait pas le temps, pas les moyens. Mais ça, tu l'avais prévu avant quand même. Oui, Tu l'as oui, pas oui. découvert sur place. Non, non, ça non. Je savais mais qu'ils étaient là. Par contre, on n'avait rien, bien sûr, ça se programme pas, tu vois, ils ont pas, on peut pas les contacter par Internet, mais je savais qu'ils étaient là et ça faisait partie du trajet prévu. Ok. Et donc, après avoir pu le peuple San, on est parti donc à Spitzkop, qui est un endroit incroyable que je vais avoir du mal à décrire. Il faudra aller voir sur mes photos sur Insta, mais c'est des gros rochers De quelle couleur? ocre, marron, jaune. Tu vois, t'es vraiment dans ce festival de couleurs-là. Mhm. C'est grandiose. Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, pour Spitzkop, c'est que c'est un endroit donc, où on peut dormir. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, sauf à l'entrée du parc où il y a une petite bitoune, il y a des douches et il y a de quoi se restaurer. Mais après, dans l'ensemble du parc, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Pareil, il y a un certain nombre limité d'emplacements de tentes. On réserve pas à l'avance. Premier arrivé, premier servi. Ah oui, faut pas arriver trop tard. On avait prévu d'y arriver le matin. Voilà. À l'entrée, ils donnent un plan avec des emplacements de camping, on va dire, alors qu'il n'y a rien, mais des emplacements où tu as le droit de poser ta tente. Et c'est vrai qu'il y a des endroits quand même plus ou moins intéressants où il y en a où tu peux être isolé. Et nous, on a la chance d'être arrivés où il y avait beaucoup de places libres encore. Et on s'est mis à notamment une arche qu'on peut imaginer voir dans Center Park des États-Unis, là. Et du coup, on s'est mis près de là. Donc, on a eu la chance d'avoir un emplacement très bien. Il y avait rien en soi, il y avait rien, mais t'es au pied des rochers et on avait une vue très dégagée sur l'ensemble du parc. Donc, c'était un vraiment chouette emplacement. C'est vrai qu'on voyait certains emplacements, on se disait ah ouais, ça doit pas trop être cool d'être là. Mais à la fois, t'es quand même dans un endroit
grandiose et il suffit de marcher ou prendre sa voiture, tu vas pouvoir l'explorer. Hein. Donc en soi, c'est vrai que finalement l'emplacement, peu importe, tu es quand même dans un coin magnifique quoi, où que tu sois. Mais c'est vrai que voilà, si tu veux choisir, faut arriver tôt. Nous, on y restait 2 nuits. Ça, c'était peut-être trop. Enfin trop. Sinon, c'était Ah, pas trop parce qu'on s'est régalé. Mais c'est peut-être je lisais sur les forums, on disait une nuit, ça suffit. Et on les a pas du tout regrettés. Après, c'est vrai que bon, une fois que c'est pas t'as vite fait le tour parce qu'il y a moyen de faire, d'aller dans 10 000 coins. Mais je veux dire, ça se ressemble beaucoup partout. Donc c'est vrai que 2 nuits, c'est peut-être pas forcément obligatoire. Moi, je dirais une nuit et un jour entier, ça suffit largement. Par contre, c'est un super terrain de jeu pour les enfants, tu vois, d'escalader, de se cacher, ils faisaient leur parcours de Ninja Warrior sur sur les rochers, tu vois. Enfin, pour les enfants, c'est génial. Hein. alors après, vous allez où? Après, on va vers la côte, à Swakopmund. Alors là, on a pris un Airbnb pour 2 nuits. Parce que là, on retrouve un peu la civilisation. Et c'était bien. On a eu 2 nuits de redormir dans un lit. On a pu faire des machines. C'était pas mal aussi au milieu de notre road trip, tu vois. Ça a permis un petit peu de confort. Alors après, c'est pas ce qu'on a préféré de la Namibie Pourquoi? parce que c'est tellement waouh à côté. Alors c'était très bien, hein, mais si je devais choisir, tu vois, c'est pas là qu'on repartirait en premier, en tout cas dans la Namibie. On est allé voir la colonie d'Otari. Il y a une des plus grandes colonies d'Otari du monde sur la côte. Alors ça, c'est à voir aussi. Enfin, c'était très, très chouette. Alors ça sent très, très, très mauvais. Mais très, très maudit, mais c'est vrai. Mais c'est impressionnant aussi à voir. Tu marches entre les otaries, mais il faut savoir que t'en as des mortes aussi, tu vois. Oh, Bon, c'est la vie, tu vois, c'est la vie animale naturelle, quoi. Donc, ouais. bon, il y en a pas beaucoup, ouais, je rassure les gens de mort, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est le grand bazar de la vie, les otaries. Alors, faut savoir que là, il fait assez froid, c'est en bord d'océan, il y a du vent, donc là, on était bien couverts. Et après, on est descendu à Walvis Bay, où là, c'est plus un décor où c'est joli, t'as les dunes de sable qui tombent dans l'océan. Là-bas, ils proposent, nous, on n'a pas fait, mais ils proposent des activités, genre, tu sais, faire du surf sur les dunes, ou tu peux faire du canoë au milieu des otaries. Ça se fait beaucoup. Et après, tu vois beaucoup de flamants roses aussi. C'est très joli. Enfin, Un c'est la côte festival de atlantique. couleurs encore. Ouais, voilà. Oui, toujours. Je pense qu'il faut y aller plus pour, voilà, pour si on veut faire des activités un petit peu comme ça, enfin, touristiques, ou ça doit être sympa, hein, mais Mhm. c'est bien comme endroit. Mais voilà. Vous êtes resté 2 jours, et après, vous partez où? Et on repart vers Sossus Lake. C'est là où on peut voir les dunes, Les fameuses. les fameuses. Donc là, on reprend la route, retour des pistes. Et là, un décor trop beau, désertique. Même avant d'arriver, un décor un peu on a l'impression d'être dans un désert, tu sais, américain, là, avec des cactus. C'est de Far West un petit peu. On sent une ambiance particulière, mais vraiment, t'as l'impression d'être au bout du monde. Et c'est déjà dans les rouges orangés. Non, pas encore. Toujours le beige, les pistes blanches là. Alors là, pareil, c'est un camping officiel du parc qu'on a pris. Il y a que 2 campings, hein, il y a pas beaucoup de choix non plus. Je pense qu'il faut que les gens réservent vraiment en avance. Et alors là, le camping est vraiment aussi sommaire, de chez sommaire. En fait, t'as juste un bout c'est même pas de la terre, un bout de caillou là. Toi, il faut imaginer, il y a même pas de table pour manger. Il y a je me souviens, nous, il y avait un petit bout de ciment. Je nous vois tous les 4 assis côte à côte à manger notre conserve de. Après, il y a un petit snack. Toujours, dans tous les campings, quand même, ils proposent. T'as une petite supérette avec toujours un peu les mêmes choses à acheter, mais Oh, ça permet de refaire le plein s'il te manque quelque chose. c'est ça. En parlant de plein, je vais faire un petit aparté. J'avais acheté une carte routière papier qui mettait les stations essence, la localisation des stations essence. Et Ah ça, oui, je ça pense peut que c'est être utile. important à avoir. Mais oui, parce qu'il y en a pas tous les 4 kilomètres. Faut pas que ce soit un stress parce qu'il y a toujours, il y en a, hein. Mais nous, dès qu'on en croisait une, on faisait le plein, en fait. En faisant ça, on n'a jamais été inquiétés. Ouais, tu te dis pas, c'est bon, je fais encore 20 bornes et je vais Ah en oui, non, trouver pas du tout. une.
Ouais. Et puis, je pense, franchement, j'aurais été un peu dégoûtée de tomber en panne en Ah, même vie. mais oui. Enfin, ça se fait, c'est sûr, mais le temps, tu sais, c'est un peu galère, les galères ton voyage là. Le temps Oui, d'appeler oui. la dépanneuse. Enfin, je pense que le temps les trajets sont tellement longs que je pense que tu perds beaucoup de temps Non, c'est un bon sur ton conseil, voyage. ça. Ouais. Et donc, on arrive à Sausus Play. Et en fait, là, le décor était pas encore entouré des dunes, en fait. Il faut rouler. Tu as une piste bétonnée. C'est jusqu'à la dune 45, mais je crois que c'est 45 kilomètres. Et là, tu vois la première dune vraiment toute rouge, magnifique, Mmh. là. Mais elle est un peu toute seule au milieu de rien, parce que c'est la première, en fait. Alors là, nous, ben, on était super heureux. On est descendu de voiture, on l'a escaladé. Enfin, c'est sportif. Et alors, le lendemain, les autres dunes vraiment de Sausus Play où tu peux avoir là, les arbres pétrifiés qu'on connaît, tout ça, c'est au bout d'une longue route. Et après, la route s'arrête et soit tu vas avec ton 4x4, ce que font pas beaucoup de gens, je crois, soit tu as une navette payante qui t'amène vraiment au pied des dunes. Et là, vraiment, le parcours, c'est pas des pistes, hein, c'est du sable. Mmh. Par contre, on a vu beaucoup de 4x4 enlisés, de gens qui avaient voulu y aller toutes seules et qui n'ont pas réussi à conduire. Voilà. Ah ouais, vaut peut-être mieux pas essayer. Ouais. Bon, nous, la question se posait même pas avec notre voiture. Oui. Après, je sais pas les expériences des autres voyageurs, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la navette. Et en fait, là, voilà, avec cette navette, on commence à être entouré de dunes. Et donc, on arrive là. Et comment te décrire? C'est en fait la cuvette qui s'est asséchée et où des arbres se sont pétrifiés. Tu la vois pas de suite, en fait, cachée dans une baie, dans une cuvette. Et soit tu peux escalader de suite le Big Daddy qu'ils appellent, c'est une dune immense qui te permet d'avoir un point de vue, d'être en haut de cette cuvette. Soit il y a un accès où tu peux y aller à pied et être directement au pied des arbres pétrifiés. Souvent, le conseil que donnent les gens, c'est de monter de suite la dune le matin parce qu'il fait pas trop chaud Et et ouais. si tu le fais en pleine journée, c'est très chaud. Nous, on s'est dit, on va aller en bas, comme ça, il y aura personne, en fait. Et en effet, c'était juste incroyable. Personne, personne. Alors, au niveau des photos, ce qui est dommage, c'est que si tu vas le matin, c'est que c'est encore à l'ombre. Niveau photographique, c'est un peu moins sympa. Mais c'est Mmh. juste les endroits les plus incroyables de ma vie, enfin, de notre vie qu'on ait vu. T'as le sable blanc, enfin, c'est pas du sable, c'est de la terre séchée, blanche. Ces arbres noirs là qui sortent de terre, entourés de ces dunes rouges, oranges, immenses. Enfin, c'est à couper le souffle. En fait, on y est resté longtemps. Mais en fait, on s'y est pas ennuyé parce que c'est tellement bluffant. C'est dur à décrire, mais tu dis la planète est tellement belle. Mais oui. Et donc après, on a escaladé la fameuse dune, le Big Daddy. Donc là, non, mais c'est chouette aussi. C'est pas facile. Tom, il a un peu galéré, je me souviens là pour la montée. C'était un peu fatigant, mais c'est incroyable parce que tu marches sur la crête de la dune et donc à droite en contrebas, tu vois ces arbres pétrifiés là, et à gauche, tu vois, tu as une vue immense sur tout l'ensemble des autres dunes. C'est waouh, c'est incroyable. Et puis plus tu montes, et plus tu prends de la hauteur et c'est juste, c'est fou quoi. Et donc tu as une vue incroyable. Et après, c'était le grand kiff de Charlie de descendre la dune en courant. Mais là, tu descends, c'est pas la dune du Pilat, hein, c'est beaucoup beaucoup plus haut. Et c'était super sympa là, cette descente en courant là. Donc voilà, c'était une sacrée expérience et c'est vraiment, ça nous a tous marqués. Et c'est fou parce que comme Spitzkop aussi, hein, je te disais, de nuit c'est peut-être trop, mais en fait l'endroit est incroyable, tu vois, de dormir sans eau, sans électricité, seul au monde dans ce décor, comme Etosha, comme la Namibie, c'est une succession de waouh. C'est waouh 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 à chaque fois quoi. Alors après, vous allez où? On a repris la route et du coup pour aller vers le sud, là je me souviens que la piste était très 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 mauvaise. On roulait, je sais pas, à 10 à l'heure, hein, vraiment. Avec cet aspect, voilà, toujours pareil, de tôle ondulée à tout, à sautiller là. Et donc là, on est allé vers le sud. À l'époque, ma fille étant fan de chevaux, on s'était arrêté dans une zone où on pouvait. Alors l'hôtel, c'était le River Chalet Mariantial, qui était super aussi. Ça c'était un chouette campement
Avec là, il y avait une piscine, c'était un peu plus standing, on va dire. C'était une bonne pause parce que sur notre trajet retour vers le sud, parce que là, autour de cet endroit, t'as les chevaux qui se baladent en liberté, des chevaux sauvages. Ça doit être dingue. Ouais, voilà. Alors, tu te dis, bon, des chevaux, on connaît, mais là, de les voir courir comme Spirit, tu vois, t'es dans Spirit, en fait. Mais ouais. Et tu les vois courir dans ce décor, là, c'était vraiment sympa. Oui, il y a peu d'endroits dans le monde où il reste encore des chevaux en liberté. Ouais. Après, le cadre est pas fou, tu vois, c'est pas un décor incroyable, mais rien que là, c'est le Mais spectacle, c'est c'est eux, voilà, c'est oui. ça, c'est eux, voilà, c'est eux de les voir en liberté, de voir des chevaux sauvages, c'est quand même assez. Mais je suis pas sûre qu'on en reverra de sitôt. Et après, on a continué toujours vers le sud où on est allé voir le Fish River Canyon. C'est un des plus grands canyons, je crois, qui existe. Et alors pareil, là c'est un campement aussi officiel. Après, le lieu de camping est vraiment pas terrible. On n'en a pas un très bon souvenir. Faut savoir que là-bas, par contre, il y avait d'autres campements ou des hôtels. Après, on s'était dit, tiens, on aurait peut-être pu. C'était pas le bon choix là d'aller dans le campement officiel du Fish River Canyon parce que c'était très au-delà d'être sommaire, c'était un peu pas glauque, mais voilà, c'était pas top. En plus, là-bas, il y a beaucoup alors, c'est quoi ces singes? Tu sais, des très gros singes, je ne saurais pas dire leur race, mais qui sont pas gentils, par contre. Tu sais, qui viennent te Ah. chipper des trucs et de manière assez méchante. Ça gâche un peu, ouais, tu sens que, ouais, c'est pas trop zen, quoi. Mais bon, ça l'a fait quand même. Et donc, on est allé voir le Fish River Canyon, qui c'est super impressionnant aussi d'être au bord de ce grand canyon. Là, c'était vraiment Là, on sympa. était dans quel type de couleur? Là, c'est très marron foncé, tu vois, très sombre, plutôt sombre, tout très Ouais. aride. Et en fait, on est allé, on s'est baladé le long des falaises du canyon. Les petits, c'est la première fois qu'ils voyaient un canyon, donc ils étaient hyper impressionnés. Ça reste à faire, tu vois, un grand canyon quand même. Donc, Encore un truc différent. c'est ça. Après, ça reste très au sud de la Namibie. Donc, pour des gens qui partent que 2 semaines, ça fait peut-être faire un détour. Je sais qu'il y en a qui le font. Nous, c'est vrai que la Namibie, on l'a fait sur un rythme plutôt cool quand même. C'est-à-dire, tu vois, d'arrêter de passer 2 nuits à un endroit, 3 nuits à un autre. Il y en a qui font que une nuit, une nuit, une nuit, tu vois, et sur un rythme plus soutenu. Donc, si t'as pas trop de temps, aller jusqu'au Fish River Canyon, je suis pas sûre que ce soit. Bon, ça dépend des envies des gens, hein, mais nous, en tout cas, voilà, ça faisait encore un décor de plus et un autre waouh de plus quand même, parce que c'est waouh quand même, hein, ce canyon. Ça, c'était votre dernière étape en Namibie. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le coup de cœur de chacun sur ce pays? Ah ben, on peut pas donner un coup de cœur. Si tu veux. On en reparlait il y a pas longtemps. Mais ma fille, mes enfants m'en reparlent souvent de ce voyage, et pourtant ils ont eu la chance de faire d'autres voyages après. C'est justement le coup de cœur, ce serait Spitzkop, Sesriem et Tosha. En fait, tu vois, tu peux pas choisir. C'est difficile de Tu choisir. peux pas, ouais. Donc, je dirais, et le peuple Stan, tu vois, le peuple Stan, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt de revivre non plus. Donc, c'est dur de choisir. Est-ce que vous avez pu goûter quelques spécialités culinaires? Des conserves de, de poire en boîte et de pêche au sirop? Ouh. Non. Non, non, pas du tout. Mais déjà, il y a pas, enfin, dans les petits snacks des points touristiques, ça va être des sandwichs, tu vois, du pain de mie, des trucs comme ça. Franchement, au niveau alimentaire, c'était conserve, tu vois, raviolis, parce qu'en fait, on a fait donc les courses à Cape Town, on a essayé d'en faire tant qu'on voyait tu vois, un gros supermarché. Et après, finalement, on a acheté un peu des fois au compte-gouttes. Enfin, voilà, c'était des pâtes, et t'as pas trop de variété en fait. Et même en dessert, on trouvait pas de dessert pour les petits, donc c'était vraiment, ils ont mangé des pêches au sirop pendant. Pour eux, la Namibie, c'était des pêches au sirop, quoi, en conserve, tu vois. C'était pas très fun niveau. Allez, il n'y a pas eu de découverte culinaire typique du pays, quoi. Côté budget, déjà sur la nourriture, dans les supermarchés, est-ce que c'était accessible ou t'as vu des variations dans les camps, par exemple?
Alors déjà, le prix, quand on a acheté dans les supermarchés, ça nous a pas paru, j'ai pas le souvenir que c'était beaucoup plus cher qu'ici. Mmh. Ouais, dans les camps, c'est toujours un petit peu plus cher, quoi, mais on n'a pas non plus. En fait, on a acheté plus pour faire plaisir aux petits, tu vois, on s'achetait des chips ou, tu vois, c'était plus faire un petit apéro, des petites boissons, des chips, des choses comme ça, mais on n'a pas fait de grosses courses dans les camps, quoi, donc je pourrais pas te le dire. Et côté, hébergement? Alors, c'est sûr que les logements dans les camps sont plus chers. Alors, tu vois, j'ai en tête que en moyenne, c'était 76 € la nuit, par exemple pour Alali à Etoucha. Salénie, tu vois, qui était juste à l'extérieur, c'était 32 € la nuit. Pour nous quatre, hein. Oui, effectivement. Là où on a logé à côté du Peuple San, ça nous avait coûté 26 € la nuit. En dehors des campements officiels, ça reste pas cher. Pitscop, ça nous a coûté 68 € les 2 nuits. Tu vois, C'est ça rien. reste pas cher. Après, voilà, tout dépend de ta manière de voyager. Voilà, mais ça reste le prix d'un emplacement de camping. Pour les gens qui voyagent en tente sur le toit, voilà, c'est le même prix. OK. Bon, bah, on passe en Afrique du Sud. Allez. Qu'est-ce que vous aviez prévu, pour cette petite semaine? Donc là, oui, on arrive à Cap Town. On avait pris un Airbnb pour une semaine, Un peu de confort, un chouette. peu de confort. Et là, on a tous apprécié. Et l'Airbnb, il était super. Il se trouvait au bord d'une plage. Cette plage étant en contrebas de Table Mountain. Je sais pas si tu vois. Pas du tout. C'est un grand plat. En fait, Cap Town, il y a une ville construite en bord de mer et au bas c'est même pas une falaise, c'est un Table Mountain, c'est une grande falaise et avec un grand plateau sur le dessus qui est très connu OK. là-bas. C'est impressionnant. Enfin, et donc on avait la plage en contrebas de Table Mountain, c'était juste waouh. Donc là, ben on a apprécié voilà le confort de notre lit et on a exploré pendant cette semaine-là. On est allé monter en haut. Tu peux monter en haut de Table Mountain qui te donne une vue incroyable sur tout le bas de l'Afrique du Sud. On est allé visiter Robben Island. Donc les petits ils connaissent l'histoire de Nelson Mandela. Enfin, je suis très attachée à ça. Donc ça faisait un moment qu'ils connaissaient cette histoire-là. Mmh. Un peu déçue parce que c'est très. Je trouve qu'ils n'ont pas trop su garder l'esprit de cette histoire-là. Ça parle pas trop de Nelson Mandela finalement. Et on voit là où il a été emprisonné des années. Donc je trouve que c'est quand même assez fort, mais c'est en mode touriste. Et il faut savoir que ce n'est qu'en anglais. Et en plus, ils font pas trop d'efforts de parler lentement donc difficile à suivre. Enfin, les enfants n'ont rien compris, enfin, en fait. Ah mince. Du coup, ça, voilà. Après, on est allé au Cap de Bonne-Espérance. C'est l'endroit le plus au sud de l'Afrique du Sud. C'est un endroit magnifique. C'est de la verdure qui tombe à pic dans la mer, dans l'océan. Des falaises aussi, une route là qui longe la côte où tu as voilà, l'océan abrupt d'un côté et les parois rocheuses de l'autre. Et être aussi au point le plus au sud du continent africain, c'est quand même tu le ressens, ça c'est incroyable. Tu te dis, je suis là. Et l'endroit est très sauvage, très beau. On pouvait observer des baleines qui nageaient Ah, là. trop bien. Ouais, c'était très très sympa ça comme sortie. Et après, on a fait la surprise aux petits. On a fait une sortie baleine aussi. Ah, top. Eux, c'était la première fois qu'ils voyaient des baleines et c'était un chouette moment. Alors, c'était une sortie, pareil, en bateau, organisée. Mais ils étaient assez respectueux des baleines, ils gardaient de la distance et c'était très, très chouette. Voilà. Bon. On s'est posé aussi un peu sur la plage de notre Airbnb pour un peu Ah bah oui, quand même. parce que c'est vrai que la Namibie, c'est un voyage pas reposant pour le coup. Non. Quand on a fait le bilan à chaque fois on fait un petit bilan de fin de voyage pour prévoir les suivants. Tout le monde, Charlie, Tom et Laurent disaient, ça leur a pas manqué, mais en effet, t'as pas le côté mer, farniente, snorkeling, tu peux pas te baigner et ouais, il y a pas ce côté un peu farniente, c'est sûr, dans un voyage comme ça. Puis, ce qui était intéressant à Cap Town aussi, c'est qu'on a roulé beaucoup à côté des townships, voilà, où tu voyais vraiment, voilà, les gens vivent entre quatre bouts de tôle. On pense que tout ça c'est fini, mais pas du tout, mais pas du tout.
Et ça nous a assez marqué. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes noires qui servent l'essence, ça c'est encore très marqué. Et les petits, ça a été intéressant pour ça, de les sensibiliser à ça et de voir, notamment c'est ton type, j'ai insisté, de dire, voyez, il y a des gens, ils vivent là, c'est leur quotidien et voilà, c'est ça qui est aussi enrichissant dans les voyages, c'est de pouvoir leur montrer, au-delà des beaux paysages, la réalité de la vie de personnes. Et cette semaine en Afrique du Sud, en termes de budget par rapport aux 3 semaines en Namibie, est-ce que le Airbnb était accessible? Est-ce que la nourriture était... Oui, le Airbnb, il nous avait coûté 58 € la nuit et c'était un appartement avec 2 chambres, cuisine, salon, au bord de la plage, donc ça allait franchement. Et au niveau des courses, c'est à peu près le prix comme chez nous. Donc, Ok. donc voilà. Bon, c'était un beau voyage, hein. Ouais. Moi j'y étais, hein. J'étais dans les dunes, j'ai vu les animaux, c'était waouh. Non, C'était c'était un vraiment voyage waouh. qui nous a vraiment marqué à tous les quatre parce que voilà, on a rarement eu autant de waouh, waouh, waouh dans un même pays. C'est une destination que je conseille vraiment à tout le monde. Je pense qu'on n'en revient pas, on peut pas y être insensible. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Bon, je crois que je connais la réponse à la première. Quel a été ton plus beau voyage? Ah ben, la Namibie en fait partie. Après, je te dirais que Madagascar, en termes de plus beau Ah oui, voyage au niveau du cœur, je peux pas ne pas le citer non plus. évidemment. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? Oser, ça a une implication de peut-être avoir peur et j'ai peur d'aller nulle part. Alors, je dirais que c'est l'Iran que j'aimerais faire, mais c'est plutôt Laurent qui a pas osé pour le coup. On peut parler de pays que j'ai pas osé, mais après, moi, je suis prête à aller partout en fait. Donc voilà, mais peut-être l'Iran. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait? Jamais. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage? Écoute, avec personne. Je suis prête à partir avec tout le monde. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. On a eu de la chance de pas avoir eu trop de galères dans tous nos voyages. Peut-être, je dirais, quand on est plongeur avec Laurent et quand on Mhm. a plongé en Jordanie, on n'avait pas pris notre matériel et je me suis retrouvée une plongée, je pense qu'on devait être à 30 mètres, en train de faire une épave et mon matériel, mon détendeur ne marchait pas et il y a eu un problème. Oh, Pas grosse panique parce que je sais qu'il faut pas paniquer, mais tu sais, à manquer d'air, du coup, du coup, je disais à Laurent, non, ça va pas. Et là, t'as qu'une envie, c'est de remonter à fond à la surface pour prendre de l'air. mais tu peux pas. J'ai attendu tout le monde, j'ai plus bougé, j'ai essayé de contrôler ma respiration et en effet, le détendeur avait des bugs. Et c'est les aléas des plongées à l'étranger. Et le lendemain, Laurent, on a refait une plongée et Laurent, lui, a eu un gros problème avec sa stab. C'était moins gênant que tout ce qui est apport d'air, mais voilà, galère en plongée et on s'est dit que maintenant, si on devait plonger, on partirait toujours avec notre propre matériel parce que bon, heureusement, Ça pèse lourd. oui, ben voilà, bon, tu sais, on a Hmm. l'habitude de partir, pas partir léger. Mais voilà, je pense à ça comme galère. Ah bah c'est une belle galère, oui, quand même. Ouais, c'est sûr que c'était assez. Non, enfin, j'ai géré, mais J'imagine avec un débutant, oui, voilà, c'est ça. c'est compliqué quand Ça peut même. être en panique et puis surtout que je me suis rendu compte que quand tu es dans cette situation-là, vraiment, t'as qu'une envie, c'est de tout arracher, Évidemment. de prendre l'air. Mais sous l'eau, voilà. Mais je pense que quelqu'un qui est en panique peut avoir ce réflexe-là Et là c'est la cata. et là, c'est la cata. Donc, bon, après, je veux pas faire peur aux gens, mais bon, c'est vrai que partir plonger dans les pays étrangers, faut. Bon, enfin après, nous, le club avait l'air assez sérieux. C'était un club d'un hôtel. Bon. Enfin que vous ayez un problème chacun Oui, voilà, avec oui. le Donc, même club, ça fait beaucoup quand même. c'est vrai que oui, oui. On a plongé à Madagascar aussi. Là, on avait notre matériel et heureusement aussi, par contre, parce que en gros, tu montes sur le bateau et ils font la distribution des trucs après.
Donc, en fait, tu te retrouves avec... Il y en a qui se retrouvent avec des palmes en 40 alors qu'elles faisaient du 36 et des masques trop grands, quoi. C'est du grand n'importe C'est pas quoi. sérieux. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est Madagascar, tu vois. Oui, mais quand Mais même, enfin, la plongée, c'est un sport dangereux, donc tu peux pas être laxiste sur oui, l'organisation et sur le matériel, quoi. C'est pas possible. c'est clair. Donc, au niveau plongée en voyage, il faut être assez vigilant, ouais. C'est sûr. Écoute, je touche du bois en même temps, il m'est jamais rien arrivé et aux enfants non plus, mais et j'espère que ça va continuer comme ça. Nous, on n'a pas de notre matériel et donc quand on part, on fait confiance au club. Comme quoi, il faut faire gaffe, ouais. Faire gaffe, bien effet. Votre prochaine destination en famille? C'est le grand débat. Ah, Donc, c'est pas encore acté. Moi, j'aimerais bien l'Égypte et la Colombie. Tom, il aimerait la Nouvelle-Zélande. oui, c'est vraiment pas pareil, effectivement. Ah oui, Laurent est sur le Canada et Charlie sur les États-Unis. Donc, Ah, vous êtes mal. oui, voilà. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? L'Égypte, j'aimerais beaucoup. C'est en cours. Ah, super. J'aimerais vraiment découvrir ce pays. Alors, ce que j'apprends, c'est que j'ai l'impression que c'est un pays qu'on peut pas trop faire. Je sais qu'on peut pas le faire en road trip tout seul. C'est un peu ça qui me freine. Pas partout. Ouais, voilà. Donc, savoir les tips, comment organiser ça et si on peut ne pas passer par agence et s'il y a moyen de découvrir ça de manière le plus authentique possible. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Eh bien, écoute, ils peuvent me trouver et voir aussi des photos de ce voyage en Namibie sur mon Mais compte oui, Instagram qui est Happy Family et compagnie. je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Isabelle pour ce très chouette carnet de voyage en Namibie et en Afrique du Sud. Eh bien, merci à toi, Stéphane. C'était un régal de me replonger dans ce voyage. C'était vraiment avec plaisir. Merci à toi. Eh ben, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté? Pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous avez des questions? Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast? Eh ben, on se retrouve sur Instagram, @famillevoyage_blog. Vous savez, c'est le tiré du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions. J'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.